Bonjour à tous, c'est bien Bricolage, c'est cool pour cette toute nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait longtemps. Oui. Alors aujourd'hui le sujet de cette vidéo sera un petit peu différent d'habitude parce qu'on va pas parler de vélo électrique ou de batterie ou quoi que ce soit. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est la mécanique automobile. Alors on a tous des voitures et pour ceux qui en ont, on s'en sert presque tous les jours. Mais est-ce qu'on n'a pas déjà tous entendu quelque part ce genre de conversation? Tiens, au fait, je t'avais pas dit, il y a le frère Harmonique et sa courroie de distribution qui a cassé sur sa voiture hier. Ah ouais? Ah. Waouh! Ah, il sait pas comment il va faire, hein. Ça, c'est grave, ça. Il est allé au garage et il lui demande 1500 € le garagiste pour la réparer. Eh ben, c'est grave, hein. Pourquoi le fait que la courroie de distribution casse sur une voiture c'est aussi grave? Pourquoi quand on va voir le garagiste et qu'on lui dit bonjour j'ai ma courroie de distri qui a cassé, le garagiste il fait oh la flemme. Pourquoi est-ce que c'est pas quelque chose qu'on pourrait réparer nous-mêmes et éviter plein de frais et éviter de balancer une bagnole à déchetterie sachant qu'une bagnole jetée c'est une bagnole neuve achetée quoi. Et aujourd'hui dans Bricolage c'est cool on va répondre à toutes ces questions parce qu'on a récupéré une Citroën C3 avec une courroie de distribution cassée, moteur 1,1 litre et on va la réparer ensemble. Avant la pratique, on va juste faire un petit peu de théorie, je suis désolé. Le but c'est juste de vous donner les éléments principaux pour que vous puissiez comprendre quel est le rôle de la courroie de distribution et quelles vont être les conséquences d'une casse. Par contre, si vous y connaissez en mécanique automobile et que vous voulez partager des informations avec les autres, mettez-le en commentaire, il n'y a aucun souci. Dans un moteur thermique, qu'il soit essence ou diesel, on va avoir pour chaque cylindre des parties mobiles. On va avoir un piston qui monte et qui descend et des soupapes qui s'ouvrent et qui se ferment. Les soupapes d'admission s'ouvrent pour pouvoir faire rentrer un mélange air-carburant et les soupapes d'échappement, elles, s'ouvrent pour pouvoir faire sortir les gaz après qu'il y ait eu combustion interne. Tout ça suit un cycle qui s'appelle le cycle à 4 temps, admission, compression, explosion et échappement. Et là où notre courroie de distribution elle intervient, c'est qu'elle synchronise les pistons et les soupapes. C'est-à-dire que la courroie en fait elle est crantée, elle vient prendre au niveau du vide-broquin pour faire tourner les pistons sur l'écran et elle vient prendre au niveau des arbres à cam pour faire l'ouverture et la fermeture des soupapes. D'ailleurs en anglais, une courroie de distribution ça s'appelle timing belt. Donc on voit bien la notion de synchronisation là derrière. Putain, j'ai dit de la merde putain. Enfin non, c'est pas de la merde mais bref. Donc déjà les courroies de distribution elles cassent quand le moteur tourne. On n'a jamais vu de courroie cassée quand t'es garé sur un parking, tu vois. Non, ça se fait pas ça. Donc pourquoi elle peut péter? Elle peut péter à cause de l'usure. Parce que oui, il faut la changer tous les temps de kilomètres parce qu'elle tourne, donc elle s'use forcément. Le temps, parce que c'est en plastique, les plastiques c'est des polymères et donc forcément ça n'a pas une durée de vie finie. Donc au bout d'un moment ils perdent leurs propriétés mécaniques et ça pète. Donc le moteur tourne et toutes les parties mécaniques sont en mouvement à l'intérieur. La courroie casse. On va perdre la synchronisation entre les pistons qui montent et les soupapes qui s'ouvrent et qui se ferment. Donc là il va se passer deux situations différentes. Premier cas, le moteur est bien conçu. Les pistons et les soupapes ne se baladent pas dans le même volume. C'est-à-dire qu'une soupape ouverte au maximum et un piston monté au maximum ne pourront jamais se rencontrer. Donc là, on roule, la courroie va casser, on va perdre la synchronisation piston-soupape. Du coup nos 4 temps, admission, compression, explosion, échappement ne peuvent pas fonctionner et donc le moteur cale. Et là dans ce cas-là, on change la courroie de distribution, on en met une neuve en respectant le calage et là ça repart. Ça c'est le meilleur des cas. On appelle ce genre de moteur là des moteurs non interférentiels. Deuxième cas, pour la plupart des moteurs ils sont interférentiels et donc vous l'aurez compris, les soupapes et les pistons se baladent dans le même volume. Donc c'est à dire que quand tout va bien, au moment où le piston monte, la soupape a rentré sa tête donc ça touchera pas, et quand ça se passe mal, et donc forcément quand la courroie distri a pété et quand ça s'est tout désynchronisé, la majeure partie des cas, la soupape pointe sa tête et se prend un grand coup de piston par la gueule. Et du coup dans cette dernière situation c'est beaucoup plus délicat parce qu'en fait du coup ce qui s'est passé dans le moteur c'est pas visible de l'extérieur. Et donc du coup quand on amène sa bagnole au garagiste avec une courroie distri cassée, le garagiste il doit tout ouvrir le moteur juste pour faire le bilan de ce qui a cassé. C'est pour ça en partie que le garagiste va nous dire bon bah ok moi j'y touche pas parce que genre je veux pas me lancer dans un truc où je sais pas où je mets les pieds, ou alors il dit j'y touche mais je prends cher parce que justement je veux me couvrir de toute éventualité parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans quoi. Et du coup maintenant on passe à la partie intéressante parce que comme vous en doutez le moteur de la Citroën C3 c'était un moteur interférentiel, ça a tapé et donc du coup voilà on va l'ouvrir ensemble pour voir ce que ça donne et pour le réparer. Et quand je dis on je parle de mon père et moi. Allez c'est parti. Donc voilà, le moteur est démonté, on a tombé la culasse, donc ça s'est fait assez facilement, c'est un petit moteur, on est sur un 1,1 litre, donc on a 2 soupapes par cylindre, et puis avec la revue technique ça se fait très bien, il suffit de suivre les étapes, il n'y a pas de grosses surprises. Et donc là maintenant vous avez pu constater du coup le nombre d'opérations à faire juste pour pouvoir déculasser et voir les dégâts.
Et donc du coup on les découvre en même temps que vous, après avoir nettoyé bien sûr parce que c'était blindé de calamine. Ça, voilà, on en profite pour faire un petit coup de nettoyage, on va pas se priver. Donc du coup on peut voir que tous les pistons ont tapé. En fonction de la taille de l'impact, on peut du coup en déduire un peu la force de l'impact et là où ça tapait le plus. On peut aussi voir d'ailleurs que la marque est beaucoup plus grosse au côté échappement qu'au côté admission. Les soupapes d'échappement ont dû prendre plus cher, on regardera ça ensemble tout à l'heure. Donc maintenant qu'on a vu que ça a tapé, ce qu'on va faire c'est qu'on prend la culasse, on la met à côté et on va faire un petit test d'étanchéité ensemble et comme ça vous allez mieux comprendre qu'est-ce que c'est l'étanchéité au niveau de la compression des soupapes. Donc voilà, le test il est assez simple, donc on a notre culasse qui est face retournée et là du coup on va faire couler de l'essence et remplir chacun des cylindres et normalement si tout va bien, l'essence devrait rester parce qu'on a une bonne justement étanchéité. Donc là on fait le test et en fait on se rend bien compte que pas du tout, l'essence reste pas du tout dans les cylindres, elle se met à se barrer quasiment juste après pour certains cylindres, donc il y a des cylindres qui sont dans des pires états que d'autres. Mais en tout cas voilà, il y a peut-être un cylindre où c'est peut-être acceptable, mais ouais, non. Non, non, non. Là c'est clair que si on avait remonté une courroie de distribution avec des soupapes dans cet état-là, le moteur aurait jamais craqué quoi. Du coup, au stade où on en est, on décide en fait de changer que les soupapes d'échappement parce qu'on voit bien que c'est là où ça a tapé le plus. On voit qu'elles tirent plus la gueule que les soupapes d'admission. Après il n'y a rien qui nous empêche, si après ça fonctionne pas, de changer l'admission par la suite. Mais là on estime par expérience que l'échappement, enfin changer l'échappement suffirait à faire en sorte que ça fonctionne. D'ailleurs je peux rajouter que de manière générale, quand ça tape c'est souvent les soupapes d'échappement qui seront plus tordues que l'admission. Pour la simple et bonne raison que le diamètre de leur tige est plus fin. Sachant que voilà, changer toutes les soupapes sur un cylindre, si on peut éviter, c'est pas plus mal parce que ça a un prix quoi. Là on est sur un petit moteur, il n'y a que 2 cylindres par soupape, mais en principe il y en a 4, ça fait 16 soupapes à changer, on évite. Donc je commence par démonter un peu tous les organes qui se trouvent autour de la culasse, donc il reste pas grand chose au final, hein. Il reste le collecteur d'admission et le collecteur d'échappement, on se fait un peu de place. Chaque soupape tient d'elle-même sur la culasse avec un système de ressort et de coupelle. Donc en fait en position normale, les soupapes sont fermées comme vous avez pu le voir, parce qu'en fait on a tout le temps le ressort qui vient la rappeler pour la plaquer contre la culasse et fermer. Donc en fait on a le ressort de la soupape qui pousse une coupelle le long de la tige. La coupelle en fait vient plaquer 2 clavettes et en fait on a une gorge qui est présente au niveau de la tige. Et donc du coup vu que c'est conique, la coupelle en montant va resserrer les clavettes au niveau de la gorge, ça va se verrouiller dans la gorge et ça restera en place en fait. Donc du coup le seul moyen de démonter les soupapes quand c'est monté comme ça, c'est de prendre un comprime-ressort comme on appelle et de venir écraser le ressort. Ça libère la coupelle, ça libère les clavettes et donc du coup ça libère la tige. Quand on a libéré nos soupapes, déjà on peut inspecter pas mal de choses. Donc déjà la première chose qu'on inspecte c'est la tige, la première chose qui va se tordre. Bah ça c'est assez facile, alors soit on le fait à l'œil, on pose la tête de la soupape sur un plan plat comme un bureau et puis on voit très bien la tige qui fait la tour de Pise. Ou alors on va faire ça de manière plus précise et là il nous faut un marbre avec 2-3 appareils de métrologie. Mais bon là dans notre cas on va les changer donc on s'en fout, c'est pas le but. La portée aussi, donc la portée c'est la surface sur la soupape qui fait tout le tour et qui va s'appuyer sur sa sœur jumelle, donc le siège de soupape. Et c'est ces deux surfaces l'une contre l'autre qui vont faire l'étanchéité. On va y revenir tout de suite. Et donc ça pareil, la portée on la regarde, on regarde si c'est rayé, si elle est marquée, si elle est un peu tordue, s'il y a quelque chose qui ferait que les deux surfaces en contact soient pas bien bonnes et que du coup l'étanchéité se fasse mal. Petit journal, le sexe. Bon alors maintenant les anciennes soupapes on les jette ou alors on peut les garder dans un coin de bureau comme ça sur son atelier pour démarrer des conversations sympas quoi. Ah c'est marrant ça, c'est quoi? Ah bah ça en fait c'est que j'avais prêté ma bagnole à ma soeur, ma Citroën C4 et j'aurais le roulé avec. En fait le truc c'est que la courroie de distribution elle a pété. Ferme ta gueule. On s'en fout de tes bricolages de merde là, à chaque fois tu nous racontes ta vie là. Donc on a nos soupapes neuves, et quand on a les soupapes neuves, les portées elles sont neuves aussi. Elles sont usinées d'une certaine manière, sauf que du coup elles sont pas exactement la copie conforme des sièges pour que du coup la surface soit bien la même comme ça, tu vois. On va dire que les portées neuves, elles sont pas le miroir des sièges de soupapes dans lesquels elles vont s'insérer. Pour ce faire, c'est une étape qui s'appelle le rodage. Donc le rodage, ça va être usiner manuellement le siège de soupape en utilisant la surface de la portée neuve. Pour ça, c'est pas très compliqué, en fait on prend sa soupape. Au niveau de la portée, on met une sorte de petite graisse avec des petits grains. Donc ça ressemble un peu à du gommage pour ta gueule, tu vois. Et le but après, ça va être d'insérer la soupape dans son siège et de frotter, de faire des mouvements de rotation et de va-et-vient avec ce qu'on appelle une ventouse. Et du coup, en fait, on va utiliser la face neuve pour venir usiner la face d'origine. Voilà, donc pour ça, on a un petit bâton avec une ventouse, on met la soupape, on fait des mouvements de rotation en appuyant, ça usine, on essuie, on réitère l'opération plusieurs fois. On commence avec du grain, de la pâte avec du grain gros, et après on va sur une pâte avec du grain plus fin. Mais tout ça c'était assez long, alors du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai imprimé en 3D un petit adaptateur qui se met sur la perceuse, et là ça va beaucoup plus vite et on se fait beaucoup moins chier. Donc voilà, on fait ça sur nos 4 soupapes.
D'ailleurs on peut écouter à l'oreille si on a bien rodé parce qu'en fait le bruit du clapement de la soupape contre son siège sera pas exactement le même en fonction simplement de la surface en contact entre la portée et le siège. Bon bah voilà, maintenant on va bientôt passer au remontage, mais avant on va faire un petit nettoyage. Donc pour ça on va nettoyer la portée du joint de culasse, les portées de joint d'échappement, d'admission et aussi la même chose mais la portée sur le moteur en fait. Qui lui est resté dans la voiture en fait. Et donc pour ça j'ai une petite technique. Alors ce que je fais c'est que je prends ces petits disques abrasifs qui ressemblent un peu au côté vert d'une éponge. Je mets ça sur ma perceuse et un petit coup de WD-40 et ça y va franchement bien. Non mais regardez-moi ce avant-après quoi, c'est magnifique, mais quelle beauté quoi. Bon bah voilà, c'est fini, c'est bien nettoyé. Bon bah j'aurais pu insister plus, hein, on peut toujours insister plus de toute façon. Et aussi du coup on en profite aussi pour changer les joints de queue de soupape. Alors les joints de queue de soupape c'est un bout de caoutchouc. La soupape qui va faire des va-et-vient dans ce bout de caoutchouc là en fait, ça va pouvoir séparer le compartiment huile. En fait tout le dessus au niveau des ressorts et des cams c'est tout lubrifié. Et en fait juste en dessous on a la chambre de combustion, donc ce joint là il vient justement isoler la chambre de combustion de l'huile. Et des joints de queue de soupape défaillants, ça peut être une bonne raison pour laquelle une bagnole bouffe de l'huile. Et là pour le coup, vu qu'on a une pochette de joints, on fait ça pour les 8 soupapes du moteur. Donc du coup pour le remontage, on fait exactement l'inverse du démontage. On remet la soupape, donc comprime ressort, coupelle, on remet les petites clavettes, on détend le ressort et là vous allez voir, hop, ça se verrouille tout seul grâce au fait que ça soit conique. Voilà, on fait ça avec toutes les soupapes, et là maintenant on repasse notre test d'étanchéité. Donc voilà, on a notre culasse à l'envers, on remet de l'essence, et là, le résultat est là. L'essence tient bien, on n'a pas de fuite. Voilà, après le test de l'essence, c'est pas le meilleur test du monde. Parce qu'on peut pas dire, bon allez, on va mettre de l'essence, attendre 10 heures et voir si ça a coulé ou pas, parce que vu que l'essence c'est super volatile, enfin elle va s'évaporer, et donc du coup le test ne sera pas du tout probant quoi. Donc voilà, ça suffit au moins pour voir quand c'est grave. Mais bon, rappelez-vous, au tout début ça pissait l'essence, et là c'est nickel. Bon voilà, maintenant c'est fini, on passe au montage. Donc bah là c'est assez rapide, hein, parce que bon, on a déjà vu le démontage, c'est juste l'ordre inverse. Et maintenant on passe au moment qu'on aime tous, le démarrage après réparation, le moment où soit le moteur craque, ou soit le moteur craque. Bon voilà, comme on s'y attendait, le moteur craque, donc c'est cool. Bon bah faudrait voir ce que ça donne sur la route, mais je vous spoil, hein, ça fait 1 an qu'elle est réparée, donc voilà, ça marche très très bien. Bon bah voilà, on va pas se quitter comme ça non plus, hein, on va faire un petit bilan de thunes, hein, comme on aime bien sur Bricolage c'est cool. En fait on n'a pas acheté que des pièces pour purement réparer le problème, on a aussi à racheter des pièces d'entretien à côté, donc voilà, c'est juste pour dire en fait qu'on n'est pas resté au strict minimum, se dire on répare le problème point barre, on a aussi cherché à faire l'entretien de la voiture, donc à faire des petites dépenses en plus. Et malgré tout ça on reste quand même dans un budget assez limité. Donc le kit de courroie de distribution plus pompe à eau c'était 73 €, donc j'arrondis. Les 4 soupapes d'échappement c'était 47 € les 4. Puis voilà, en plus on a acheté tous les filtres comme je vous le disais pour l'entretien, donc là tous les filtres sont vendus pour 50 € le tout de filtre. Et donc voilà, au bilan on s'en tire pour 215 € une réparation de courroie de distri cassée, à partir de rien, donc TTC bien sûr. Donc voilà, si on n'avait pas fait les radins et qu'on avait pris aussi les soupapes d'admission, voilà, grand max, on serait monté à 300 €. Bon bah voilà, Bricolage c'est cool, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ce nouveau petit format, ça vous aura intéressé, que surtout vous aurez appris des choses.